Alors pour cette deuxième introduction sur la spiritualité, ça va être en 4 parties. La première partie, c'est vraiment le travail sur la relation aux autres, le travail sur les traumas collectifs. Et le premier élément, c'est plutôt le travail sur l'estime de soi. L'estime de soi, c'est plutôt comment je me vois, la valeur, ma valeur. Et ça va être de comprendre quelle place en fait j'ai dans le groupe. C'est tout le travail sur mon rayonnement vibratoire. Donc c'est plus le travail sur le chakra 3, le travail sur le plexus solaire. C'est un peu comme les rayons du soleil. On rayonne, on émane des rayons. Et c'est important de travailler ça, son estime de soi. Et l'estime de soi, c'est aussi en lien avec l'amour de soi, mais surtout l'estime de soi dans la spiritualité, c'est important de la travailler, c'est important de comprendre et de ressentir, de vivre, d'expérimenter sa valeur, parce que ça permet aux autres, au monde, de voir la valeur. Un soleil qui est caché, en fait, c'est un soleil qui ne rayonne pas. À partir du moment où il comprend sa valeur, à partir du moment où il n'a plus aucun obstacle, il rayonne. Donc ça, c'est un point important. Après, le travail de groupe, c'est important aussi de faire une spiritualité, pas que tout seul, pas tout le temps dans sa chambre, pas tout le temps dans son salon, mais d'aller faire des ateliers, mais vraiment de faire un travail en groupe. Ça, il y a le travail sur les constellations familiales existe, c'est pour ça que le travail de groupe est hyper important. Tout le travail sur le social, le travail sur ok, on est en groupe, on est main dans la main, et en fait on fait un travail de trauma. Il ne s'agit pas de se faire des câlins, tout ça, de danser autour d'un feu, mais il s'agit vraiment de faire un travail sur nos traumas. Et d'abord, avant de faire un travail sur les traumas, c'est important de faire le travail sur en fait qu'est-ce qui nous réunit. Quelles sont nos différences? Et vraiment, je parle des différences, pas ce qui nous sépare. Voilà, quels sont nos points communs? Qu'est-ce qui nous différencie des uns des autres? Notre culture, nos goûts. Et aussi de faire un travail, qu'est-ce qui nous sépare en fait? Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à se comprendre en groupe, dans notre groupe? Qu'est-ce qui fait qu'on a du mal à vivre ensemble finalement? Et parfois on se dispute? Et que ces disputes, elles peuvent être facilement réglées. Ok, voilà, mon point de vue, voilà ton point de vue, et on essaye de se comprendre. Ça, c'est important de faire ce travail-là. C'est-à-dire que quand on est en groupe, au bout d'un moment, dans sa spiritualité, dans le groupe dans lequel on est, il faut, alors je ne vais pas dire il faut, mais plutôt de chercher à comprendre les besoins des autres. Ok, voilà, qu'est-ce que tu as besoin? Comment je peux t'aider? Voilà, de leur demander, voilà, comment moi je peux t'aider dans ta quête spirituelle, dans ta spiritualité, dans ton quotidien. Ça, c'est important, ce travail-là, de demander aux autres. Après, c'est aussi de leur dire, voilà, moi, qu'est-ce que j'attends de toi, voilà, voilà, comment tu pourrais m'aider. Mais c'est aussi de leur demander comment tu me perçois. Parce que parfois, en fait, les autres, ils vont nous percevoir d'une autre manière que nous, on se perçoit nous-mêmes. Donc, un peu ce que je parlais tout à l'heure, l'estime de soi. Et ça, c'est important que l'estime de soi que j'ai de moi-même, comment je me perçois, soit très proche de comment les autres nous perçoivent. Parce que ça veut dire qu'on exprime son espèce de soi authentique, notre moi divin, tu vois, notre partie vraiment, vraiment très haute en fait, et aussi très basse. Mais c'est vraiment important de travailler sur ça. Voilà, comment tu me perçois? Voilà, comment tu me vois? Voilà moi comment je me vois. Ok, il y a une différence. Et après, on explique aux autres pourquoi en fait on a du mal à exprimer notre vrai moi entre guillemets, même s'il s'exprime déjà un petit peu par-ci par-là, mais on fait pas attention en fait, ou c'est assez subtil. Et ça, c'est important de travailler ça, c'est-à-dire que au bout d'un moment on a besoin de faire ça, on a besoin de s'asseoir. Ok, là on va parler sérieusement, là on a besoin de faire un travail ensemble. Et en fait, ça nous répare parce qu'en fait, on montre son côté vulnérable. Quand tu montres ta vulnérabilité à l'autre, et même dans la spiritualité, des fois on se cache, machin, tu vois, c'est important de mettre les choses sur la table. Voilà, tu parles de toi, tu parles de ce que tu ressens. On peut vivre deux événements, mais pas avec la même sensibilité. Donc ça, c'est important de faire ce travail-là avec les autres. On s'assoit, on discute, on prend un petit thé, un petit café, et on discute de ce qui nous a traumatisés ensemble, de nos traumas. Donc ça, c'est vraiment le travail sur la relation aux autres
et le travail sur le trauma collectif. Et après, il y a tout le travail sur la résonance vibratoire, la résonance avec notre environnement. Et l'environnement, c'est les autres, le collectif. Quand on va dans la nature, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est la rencontre en fait de deux vibrations qui sont sur la même fréquence. On va dire qu'elles sont sur 10 Hertz les deux. Et en fait, en se rencontrant, en fait, elles vont s'amplifier. Donc ça, c'est un travail, c'est important de travailler sur ça. Mais surtout, quand je parle de résonance vibratoire, c'est que par exemple, on va être tous les deux, vous, toi et moi, en fait, on va regarder un film et à un moment, il y a une scène d'émotion et en fait, on vit la même émotion en même temps. Et en fait, le fait qu'on vive tous les deux la même émotion, moi, je ressens ton émotion, toi, tu ressens mon émotion et en fait, on est ensemble en train de vivre la même émotion et en fait, ça s'amplifie. Et du coup, on arrive à mieux se comprendre, on arrive à connecter à un niveau qui est au-delà du mental parce que c'est un peu... il y avait une série sur Netflix qui s'appelle Sense8 et il parlait de résonance limbique. Tu vois, cette résonance émotionnelle, cette résonance vibratoire fait que quand tu es connecté, très connecté à tes sens, très connecté à ton corps finalement, et bah cette résonance vibratoire, elle arrive plus facilement. Et du coup, quand tu parles, quand tu es en discussion, je suis en discussion avec quelqu'un, bah du coup, je peux vite comprendre ce qu'il vit. Et je peux vite me mettre à l'unisson avec ce qu'il vit parce que moi aussi je le vis. Alors quand je dis je le vis, c'est qu'il y a un ressenti physique, un ressenti émotionnel, mais ça ne nous affecte pas. Ça c'est autre chose. Et c'est vraiment important de rentrer en résonance avec notre environnement parce que la spiritualité c'est aussi comprendre et c'est aussi ressentir et le monde dans lequel on vit. Et c'est aussi simplement avoir un peu d'humanité pour l'environnement dans lequel on vit, pour les autres. Et ça, c'est important. Maintenant, cette même résonance vibratoire, elle va aussi nous permettre d'identifier chez les autres ces petits inconforts physiques. C'est-à-dire, il y a une personne qui monte sur scène, elle prend la parole, j'ai de l'inconfort physique. Pourquoi? Soit parce que j'assume pas mon côté leader, j'assume pas, par exemple, de prendre la parole en public, ou soit peut-être parce que cette personne-là, elle est en train d'exprimer une partie de moi que j'ai refoulée et que je n'arrive pas à accepter. Et ça, c'est un peu, des biais qu'on a, par exemple. On va être un peu jaloux et en fait, on va ressentir un inconfort physique et on va dire, ah, mais j'aime pas trop ce que tu as fait. Ça n'a pas trop de sens, tu vois. Ça a pas trop de sens. Ah, j'aime pas trop ce défaut. Mais en fait, c'est le même défaut. C'est un défaut qu'on a peut-être nous-mêmes et qu'on n'arrive pas à accepter. Donc ça, c'est important d'arriver par la résonance vibratoire, par cette espèce cette connexion que je vais avoir avec mon corps physique, mes sens. Mais après, on peut parler de les autres sens, là, les perceptions extrasensorielles. Voilà, qu'est-ce que ça me dit en fait? Qu'est-ce que mon environnement est en train de me dire sur moi que je n'ai pas encore accepté ou que je dois travailler? Et quand je dis travailler, c'est pas qu'on doit le travailler, c'est un ordre, c'est plutôt un espace. Un espace, par exemple, on peut parler de... Moi, je sais que pendant un moment, j'ai refoulé ma sensibilité. Et ben en fait, cet espace, il m'était renvoyé à chaque fois. Et un jour, j'ai dit, stop, on va le travailler. Et c'est cet espace, en fait, où il y a un peu de pénombre, c'est un espace qu'on n'utilise pas, tu vois. Et c'est un espace où il faut remettre de la lumière, il faut le remettre en avant, il faut l'exprimer. Et c'est un espace qui va nous réparer. Tout à l'heure, on parlait de trauma. Alors, deuxième grande partie, ça va être le travail sur les perception extrasensorielle et c'est le travail sur l'ego. Mais j'aime pas trop dire perception extrasensorielle, moi je dirais plutôt c'est des sens, tu vois. Parce que perception, ça va plutôt être une interprétation de la sensation via un de nos sens, par exemple la clairvoyance, clairaudience, mais ou peut-être le toucher, la vue, l'odorat, l'ouïe, et ça va être une interprétation mentale de cette sensation. Alors que si on dit sensation extrasensorielle, c'est brut. Tu vois, il n'y a pas d'interprétation. Et moi, j'aime bien ça, tu vois. C'est, ok, j'ai vu ça, j'ai entendu ça, mais je ne fais pas forcément un lien avec ma vie ou mon expérience spirituelle ou ce que certains disent, ma mission de vie, tout ça. C'est plutôt, ok, j'ai vu ça, j'ai entendu ça. Voilà, j'ai eu une espèce de télépathie avec mon collègue. Voilà, j'ai entendu orange, il a dit orange. Ok, ça ne veut pas forcément dire que c'est un lien avec moi, c'est juste de l'information. Et ça, c'est important. Alors, au début, en fait,
quand on débute notre spiritualité, on voit un peu tout. Et à un moment, on tombe sur tout ce qui est perception extrasensorielle. Donc c'est cette ouverture au monde invisible. Et quand on parle de clairaudience, clairvoyance, clairsentience, clairolfaction, clairperception, tout ça, en fait, c'est juste c'est un sens qui est ouvert plutôt au monde invisible. C'est un sens où, en fait, quand on parle de clairaudience, parfois on peut avoir des visions, je sais pas, il y en a qui voient des fantômes, il y en a, ils voient des couleurs beaucoup plus vives, il y en a, ils voient des flashs du passé ou des flashs du futur. Ça peut aussi arriver, il y en a, ils font des rêves prémonitoires. Voilà, moi je sais que j'ai déjà eu des rêves prémonitoires et ça s'est vérifié, il y a eu la synchronicité, mais des mois après. Et je pense qu'un jour, on va tous faire un jour un rêve prémonitoire, il n'y a rien de ouf en fait, il n'y a rien d'exceptionnel, de sensationnel. Maintenant, il y en a, ils naissent clairaudients, il y en a, ils naissent clairvoyants, il y en a, ils naissent médiums. Donc, ils naissent avec une espèce de don de médiumnité, donc une espèce de capacité à rentrer dans la dimension des esprits. Les chamans, ils ont forcément ça. Par exemple, les chamans de Mongolie, ils sont choisis, tout ça. Ils choisissent pas d'être chamans, ils naissent chamans. Et leur vie, ça va être d'être chaman. Voilà. Et voilà, en fait, tous ces sens, je pense que faut vraiment pas faire une fixette sur ça. Par contre, évidemment, ça sert, tu vois. Il faut pas voir ça vraiment comme une obsession. C'est comme l'ouverture du troisième œil, il faut pas voir ça comme une obsession. Ça sert vraiment à voir le monde beaucoup plus subtil. Maintenant, il faut quand même être préparé mentalement, émotionnellement, avoir fait un début de travail parce que à un moment, forcément, quand ce sens-là est ouvert, bah, le monde invisible, c'est un monde à part entière. Il y a des êtres, il y a des lois, il y a des forces, il y a des énergies. Et ils vont voir que, bah, en fait, ils peuvent se nourrir de toi. Comment dire, ils peuvent vivre à travers toi. Donc, ils vont pas se gêner. Ça va être, par exemple, parasiter, entendre des choses, entendre des voix. Ça peut être avoir souvent des visions, tu vois. Et au bout d'un moment, je sais que moi, ça m'est déjà arrivé, j'en avais marre de tout le temps, t'es parasité, tout le temps, blablabla. On te parle. Ça fait bla 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 tout le temps. Ça, c'est tout le temps, ça piaffe en fait. Tout le temps, ça piaffe. Ou je sais que je connais des gens, ils ont des visions. Pour eux, ils voyaient des trucs d'horreur et tout. Donc, tu vois, ça les surprend, tu vois. Ça peut être aussi dans les rêves. Dans les rêves, ce monde, il peut venir à travers toi, il peut venir te parasiter, même dans les rêves. Donc, c'est important quand on commence à avoir accès à ces sensations-là, ces sensations très subtiles, de faire un travail de maîtrise. Donc, ça peut être par la méditation, ça peut être aussi sur le travail du souffle, le travail de la respiration, apprendre à bien respirer longtemps. Tu as vraiment à faire ce travail où en fait, tu es dans ton corps, tu vois, tu fais ce travail où ta référence, c'est ton corps physique, c'est plus ce que tu entends, tu vois, parce que au bout d'un moment, tu sais plus quoi croire. Cette espèce de dissociation qui arrive et tu te dis, j'arrive même plus à me faire confiance parce que tu peux vaciller. J'en avais parlé dans la première partie, mais on va pas trop s'étendre là-dessus. Mais c'est important quand même de faire ce travail sur apprendre à maîtriser ses sens, apprendre à ouvrir, fermer quand on en a besoin. Je sais que les thérapeutes qui sont, on va dire, dans l'énergie, ils ont appris à faire ça, à ouvrir et à fermer, parce que sinon, c'est invivable en fait. Après, il y a le travail sur, il y a plutôt une compréhension déjà sur l'ego, parce qu'on entend beaucoup, ah, faut tuer l'ego, ah, faut rabaisser l'ego, ah, l'ego ça sert à rien, ah, blablabla, l'ego il est bruyant. Mais en fait, l'ego c'est hyper important, parce que ça fait notre singularité, ça fait notre différence, ça fait qui je suis Yannick, vraiment ça fait qui je suis, ce que je suis. Donc l'ego c'est important à un moment, d'apprendre à vibrer, avoir la vibration d'une star. Donc voilà, on va dire que l'environnement, il travaille à ma réalisation, et à un moment, d'avoir la vibration d'une personne altruiste où je me mets au service de mon environnement. Et il faut pas tuer l'ego, parce qu'en voulant tuer l'ego,
bah, en fait, on tue un petit peu sa personnalité, sa personne. Donc, c'est important d'avoir cette compréhension sur l'ego, où à un moment, mon ego, je vais l'élargir de façon très très large, d'avoir une énergie, d'avoir une présence, mais qui est hyper importante, hyper large, hyper grande, qui pourrait faire la taille d'une pièce, et à un moment, d'avoir un ego tout petit, tout petit, 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 comme une particule, parce que, en fait, je me mets au service de mon environnement, et que si j'avais un ego trop large, en fait, je prendrais trop de place, et les autres, en fait, ils ne seraient pas mis en lumière. Donc ça, c'est important. Ouh. Alors, Alors voilà, la troisième partie, c'est une partie que j'aime bien parce que c'est un voyage, c'est la troisième partie, c'est plutôt sur la spiritualité, sur l'introduction, c'est le voyage initiatique. Alors au bout d'un moment, il faut parler de ça. Il faut parler du voyage initiatique parce que c'est au bout d'un moment où tu sens que ta spiritualité, ta pratique du quotidien, et je parle pas forcément de lire beaucoup de livres, je parle pas forcément de passer des heures à méditer, mais je parle vraiment un moment où chaque jour, tu vas prendre du temps pour ton yoga. Quand je parle de yoga, ça peut être un yoga avec des postures, mais ça peut être aussi des méditations, ça peut être aussi des petits rituels, je sais pas, mais vraiment le yoga avec des postures, le travail, la méditation, où vraiment, en fait, on prend le temps, on s'assoit, de travailler sur son voyage initiatique, voilà, je m'assois et là j'ai besoin de travailler peut-être sur la vacuité en méditation, j'ai besoin de travailler sur ma souplesse de l'esprit, j'ai besoin de me détacher d'un élément bien précis dans ma vie, ça peut être de vouloir absolument attirer l'amour, mais voilà, ce travail ce travail initiatique, c'est un travail du quotidien, et en fait, tout ce travail-là, au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois, au bout d'une année, en fait, ça change complètement notre physiologie. Et ça a été prouvé que, par exemple, certaines personnes qui méditaient, certains méditants qui ont médité des années, en fait, leur cerveau, il fonctionnait pas du tout de la même manière. Il y avait certaines zones du cerveau qui étaient beaucoup plus actives, même à l'état d'éveil, même en dehors de la méditation, et encore plus pendant la méditation. Et ça, c'est important d'avoir ce espèce de voyage initiatique où, en fait, ça change profondément notre santé physique, notre santé mentale. Et je trouve que c'est vachement cool parce que le voyage initiatique, il peut se faire soit tout seul, parce qu'on n'a pas encore rencontré une personne qui va nous faire cette espèce de saut quantique, où c'est un peu dans les films de super-héros, c'est le héros qui va travailler avec son maître et le maître va lui enseigner certaines pratiques qui, lui, dans son voyage initiatique en tant qu'héros ou héroïne, va faire complètement un bond et va retrouver, entre guillemets, ses pouvoirs, ses perceptions, ce que je disais tout à l'heure, ses perceptions extrasensorielles, où en fait, ce moment-là, le voyage initiatique, je pense qu'on le fait vraiment quand on a déjà fait un travail hyper avancé sur ses traumas, sur le travail sur l'ego, quand on parle de travail sur l'ego, c'est être capable de l'élargir, de le compresser. Et ce voyage initiatique, il arrive toujours à un moment dans des changements profonds dans nos vies. Ça peut être des déménagements, ça peut être des moments où en fait on a complètement compris, on commence à comprendre presque le sens de sa vie à soi en fait. La dernière partie, c'est plutôt l'étude de l'univers où on va se servir de l'art pour avoir des réponses. Par exemple, je pense à l'anime Naruto où ça parle beaucoup du yin et du yang. Donc ça, c'est pas mal, ça peut donner des réponses. Après, par exemple, il y a une des peintures de Michel-Ange où on voit en fait un humain, enfin un homme essayer de toucher la main de Dieu. Donc tu vois, ça donne des réponses, ça sert un peu de réponse. Après, il y a toute la partie science, les anciennes civilisations. Ça permet d'un peu de comprendre un petit peu notre histoire. Et la science, par exemple, comme l'astrophysique, la mécanique quantique, ça peut donner des réponses aux questions qu'on va avoir dans notre spiritualité. Donc, c'est vraiment cette dernière partie, l'étude de l'art, l'étude de l'univers. Ça permet d'avoir des réponses autres que dans certains livres de yogistes, de yoginis,
ou de formation qu'on va faire. Je trouve que l'art et tout ce qui est en dehors de la spiritualité, donc dans les sciences et aussi l'étude de l'histoire, permet d'avoir des réponses à sa spiritualité.